Tout juste diplômé de l'université de son Vermont natal, John Dewey devient en 1879, il a 20 ans, enseignant en Pennsylvanie, au milieu des derricks à Oil City. Et si, après 3 ans de cette expérience fondatrice dans des écoles primaires et secondaires, il décide de retourner à l'université, en l'occurrence Johns Hopkins à Baltimore, pour y étudier la philosophie, il continuera de s'intéresser de très près et toute sa vie à la question de l'éducation. Non seulement comme un praticien, il n'a eu de cesse d'enseigner, professeur à Michigan, puis Chicago et enfin Columbia, mais aussi et peut-être surtout comme un théoricien de l'éducation. Un théoricien toujours au plus près de la pratique, comme par exemple lorsqu'il participe à la création de la fameuse Laboratory School installée sur le campus de l'Université de Chicago. C'est cette facette de la vie et de l'œuvre de John Dewey que nous allons aujourd'hui explorer pour ce 3e épisode en compagnie de 2 philosophes, Michel Fabre et Alain Kerlan. Bonjour Michel Fabre. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'université de Nantes et vous avez beaucoup, depuis longtemps, travaillé sur la théorie de l'éducation, la philosophie de l'éducation de John Dewey. On vous doit notamment un livre dans lequel il en est beaucoup question, Éducation et humanisme, qui a paru aux éditions Vrin. Et nous sommes également en ligne avec l'un de vos collègues et amis, Alain Kerlan. Bonjour. Oui, bonjour Sylvain Bourmeau. Bonjour Michel Fabre. Vous êtes vous aussi philosophe, vous aussi professeur émérite des universités à l'université Lumière Lyon 2 et vous avez travaillé également sur Dewey et l'éducation et plus particulièrement sur l'articulation entre la philosophie de l'éducation et la philosophie de l'art de John Dewey, philosophie de l'art dont je profite pour dire qu'il sera question demain pour ce 4e volet de la série. Vous allez faire paraître très bientôt aux éditions Hermann un livre dans lequel il est question de Dewey et de l'art et de l'éducation, la leçon de l'art malgré tout. Alors, Michel Fabre, je commençais en rappelant que avant même tout écrit théorique de Dewey sur l'éducation, il y a ces 3 années durant lesquelles Dewey a été un instituteur, un professeur. Il y a cette expérience dont on peut imaginer qu'elle a été fondatrice pour lui, sans parler même du fait qu'il a continué évidemment à enseigner et qu'il passait beaucoup de temps à cela toute sa vie. Preuve peut-être que quand il a pris sa retraite de Columbia, il s'est mis à écrire encore plus, débarrassé de la charge d'enseignement qui était la sienne. En tous les cas, Dewey a accordé une place absolument centrale à la question de l'éducation dans sa vie et dans son œuvre, Michel Fabre. Oui, en effet. Et je crois que il ne faudrait pas séparer la pédagogie de Dewey de l'ensemble de son œuvre. Et c'est très important de la relier, cette pédagogie, à l'ensemble de son œuvre. Parce qu'il faut faire une remarque liminaire, c'est que on l'a vu dans les précédentes émissions déjà, Dewey c'est un philosophe systématique, c'est-à-dire au sens où, un peu comme son maître Hegel, il explore toutes les dimensions de l'existence humaine. Alors évidemment, l'éducation, la politique, l'art, la science, etc. Et deuxième idée, c'est que beaucoup de philosophes construisent leur système sur leur propre base et puis ensuite envisagent comme des conséquences plus ou moins lointaines les aspects politiques ou éducatifs. Alors que pour Dewey, l'éducation est vraiment le cœur de sa philosophie. Et Dewey dit souvent que finalement la philosophie n'est rien d'autre que la théorie de l'éducation. Et son grand maître, évidemment, c'est Platon, hein, sur ce plan-là. Et donc, il faut bien comprendre que toute la pédagogie de Dewey s'inscrit dans cette fresque, hein, sur évidemment l'élucidation de l'expérience humaine, et qu'il y a une sorte d'équivalence, d'un réseau d'équivalence entre exister, l'existence humaine, et l'éducation, l'existence et éducation, l'existence et expérience, voyez, et l'existence donc est apprentissage. Donc ce réseau d'éducation, ce réseau de concepts, d'équivalence finalement, et ce qui définit la pédagogie de Dewey. Alors à partir de là, évidemment, on peut envisager l'intérêt de l'éducation traverse à la fois l'enseignement de Dewey,
Son enseignement comme instituteur d'abord, mais il a bien compris assez vite qu'il n'était pas fait pour ça. Ensuite, son expérience de Chicago, de l'école laboratoire, qu'il a conduit. Là aussi, au fond, ce que l'expérience de l'école laboratoire, qui a duré assez peu de temps finalement, de 1896 à 1904, c'est une expérience, je dirais, où c'est la pédagogie comme expérience. C'est-à-dire qu'au fond, on a ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de recherche collaborative où les enseignants et les chercheurs se mettent ensemble à finalement programmer ou décider des méthodes, des savoirs, etc. On va revenir sur cette expérience très très importante, même si elle fut brève pour Dewey. Cette école existe toujours sur le campus de Chicago. Elle a probablement évolué dans ses méthodes, mais elle demeure une école très très singulière. Alain Kerlan, je voudrais votre point de vue sur cette question de la centralité de l'éducation dans l'œuvre de Dewey. Oui, et ce que dit Michel Fabre, je crois devoir le prolonger en ce sens que c'est absolument capital. Il est très important parce que la pédagogie a beaucoup souffert, vous savez, dans le monde intellectuel, d'une forme d'isolement et de regard un peu condescendant, disons, bien souvent. Et même Dewey, je crois, en aura souffert dans sa propre philosophie. Donc il est capital. Je crois qu'il est important que nous insistions tous ensemble là-dessus, sur le fait que la pédagogie de Dewey est incompréhensible et ne peut pas être mise en œuvre de manière efficiente si on la coupe de l'ensemble des préoccupations dont témoigne l'œuvre de Dewey, aussi bien son épistémologie, sa philosophie politique et bien entendu fondamentalement sa conception de la démocratie, et même et peut-être surtout, de mon point de vue, sa philosophie esthétique, et j'y reviendrai. Mais simplement, c'est aussi une manière de dire que la pédagogie de Dewey est fondamentalement une manière de dire que l'éducation est un problème philosophique majeur. Et c'est absolument capital de le répéter, de le redire aujourd'hui, alors que l'éducation est plus que jamais pensée de façon instrumentale et instrumentalisée. Moi, je suis, pour ma part, parfois inquiet, en tous les cas perplexe, et je m'interroge sur une sorte de tentation positiviste, pour pas dire de naufrage positiviste, dont les centres d'éducation quelquefois sont les acteurs ou les victimes, comme on l'entend. Ce qui est en jeu avec la philosophie et la pédagogie, c'est l'intérêt pratique que l'on porte à l'éducation. L'intérêt pratique, c'est-à-dire l'intérêt moral, politique, existentiel, comme Michel Fabre vient de nous le dire également. Alors on va revenir sur les grands principes de cette éducation vue par John Dewey. Mais avant cela, Michel Fabre, peut-être convient-il de replacer John Dewey historiquement dans ce moment particulier, ce moment où il devient instituteur, puis professeur d'université, où il commence à s'intéresser à ces questions d'éducation. C'est un moment qui est traversé par des projets d'éducation nouvelle qu'on retrouve d'ailleurs à différents endroits de la planète, et les États-Unis ne sont pas épargnés par ce mouvement qui vise à remettre un peu en question l'enseignement, l'éducation classique. Oui, en effet, dans un livre qui s'appelle L'école pour demain, School for Tomorrow, que Dewey écrit avec sa fille Evelyn, c'est en 1915, il fait un petit peu le bilan de la nouvelle dans son histoire, à partir de Rousseau, Pestalozzi, Montessori, etc. C'est un point de vue critique, là, parce qu'il s'inscrit à la fois dans ce mouvement, mais il y a des aspects critiques, en particulier sur Rousseau, c'est le fait que Rousseau, dans l'Émile, élève bien Émile tout seul, ça lui paraît une aberration, l'éducation sociale. De même, le matériel de Maria Montessori lui paraît un peu trop structuré et par conséquent limitant les capacités imaginatives de l'enfant, etc. Donc il y a un point de vue à la fois où on s'inscrit dans une tradition, et dans une tradition qui, en effet, atteint les États-Unis. Il y a beaucoup d'expériences que Dewey discute. Donc il s'inscrit dans cette tradition de manière critique.
évidemment, tout ceci est fondé sur une critique de l'éducation traditionnelle qui lui paraît à la fois déconnectée de la société telle qu'elle est, de cette Amérique qui est en train de changer complètement, qui est devenue une terre d'immigration, qui est devenue urbanisée, industrialisée. Et donc cette éducation lui paraît trop formelle et absolument pas de nature à aider les jeunes Américains à se situer dans ce qui est véritablement alors un nouveau monde. Et aussi cette éducation lui paraît extrêmement formelle, c'est-à-dire déconnectée des intérêts des enfants. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, au fond, il s'agit de mettre en place une pédagogie qui soit, pour ainsi dire, une recherche de sens. Voilà, il faut retrouver un sens à, disons, l'enseignement, l'apprentissage scolaire. Au fond, Alain Kerlan, on trouve cette position de Dewey assez cohérente avec sa philosophie, c'est-à-dire une position qui, là encore, le conduit à refuser le dualisme entre, d'un côté, l'expérience de l'enfant et de l'autre, ce qui relèverait des programmes scolaires, de l'institution scolaire, au fond. Oui, alors absolument, et c'est même peut-être là l'un des paradoxes, l'une des difficultés peut-être que peut connaître aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, la pédagogie et les méthodes de John Dewey. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, la question que je me suis souvent posée, s'agit-il aujourd'hui de réhabiliter ou de rénover des méthodes ? Je ne crois pas. Je pense que, d'une certaine façon, ces méthodes que Dewey a élaborées sont liées à un contexte social, politique, que Michel rappelait, particulier, que notre problème est certainement le même, mais que, précisément, le contexte est différent. C'est un premier point. Et le second point que je voudrais souligner aussi, c'est que j'ai toujours été étonné de voir comment Dewey lui-même, dès qu'il s'agit de pédagogie, retombe un peu vite dans les dualismes. Ça, c'est peut-être un trait qui appartient peut-être à la polémique et au combat. L'éducation nouvelle se construit contre l'éducation traditionnelle et donc, du même coup, tend à renforcer les oppositions. Dewey est le premier à dire qu'il faut opposer une éducation du dedans à une éducation du dehors, une discipline externe à une activité libre, les manuels à l'expérience, etc., etc. Et là, il y a une sorte d'ironie, si je puis dire, de la pédagogie qui fait que le plus grand opposant au dualisme, d'une certaine façon, rattrapé peut-être par les aspects polémiques, au fond, dont l'éducation est très très souvent le lieu, retombe dans les travers qu'il dénonce. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de sortir de cette situation qui est piégée. Alors, elle n'est pas historiquement révolue, en ce sens où la perspective de Dewey nous disant que aujourd'hui il est absolument essentiel, enfin, lui au XIXe siècle, il est essentiel d'affronter les problèmes de l'école en milieu industriel à la fin du XIXe siècle, eh bien il faut que nous actualisons cette urgence, cette nécessité, s'agissant des problèmes de l'école à l'âge post-industriel, dans ce premier quart du XXIe siècle, et avec cette pandémie qui nous l'a rappelé d'ailleurs. Alors, l'une des formules importantes qu'on associe à l'éducation de Dewey, c'est learning by doing. On apprend en faisant. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Fabre ? Oui. En effet, on peut aussi dire que le concept majeur de la philosophie de la pédagogie, de Dewey, c'est l'idée d'occupation. Alors, c'est une idée, c'est un mot un petit peu bizarre, mais je pense que c'est sur l'idée d'occupation que se cristallise sa recherche du sens. Et il y a six caractéristiques fondamentales de cette idée d'occupation. C'est d'abord une activité. C'est-à-dire que pour Dewey, on ne peut pas apprendre de manière passive. L'apprentissage doit être une expérience que fait l'enfant. Et deuxièmement, cette expérience doit faire sens pour l'enfant. Et c'est pour ça que Dewey propose de partir des activités qu'il appelle familières.
d'ailleurs celles dont, alors on parle de l'école primaire là, c'est des activités, sont des activités que l'enfant peut trouver dans sa famille, le jardinage, la cuisine, le bricolage, etc. Ce sont des activités familières, c'est-à-dire qui permettent que l'enfant trouve un intérêt immédiat. Mais il faut tout de suite ajouter, pour éviter les contresens qui sont nombreux à ce sujet, que troisième idée, c'est que ces activités familières ne sont intéressantes que parce qu'elles ont un potentiel d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites de la cuisine, où vous faites du jardinage, etc., alors il y a des questions qui se posent, des problèmes qui se posent, et ces problèmes doivent vous amener à construire des savoirs qui sont des savoirs de l'école, qui sont des savoirs du programme scolaire. Hein. Et quatrième idée, c'est que ces activités ne doivent pas être conçues comme des exercices scolaires qui n'auraient de sens qu'à l'école, mais sont des activités qui ont une référence sociale. C'est-à-dire qu'au fond, ces activités-là ont un sens en dehors de l'école, dans la vie adulte, dans les métiers ou autres. Cinquièmement, c'est une expérience collective, l'apprentissage. L'occupation est une expérience collective. Ça, Dewey tient beaucoup. C'est une activité de coopération. Et enfin, c'est une activité, dans ces activités familières, là, ces occupations, où l'on rencontre des problèmes. Parce que finalement, quand vous faites du jardinage, vous pouvez vous demander pourquoi vos tomates sont moins mûres que celles de votre camarade, et qu'est-ce qui fait la différence. Donc, ces activités familières ne sont pas cultivées pour elles-mêmes, mais parce qu'elles sont grosses de problèmes, et ces problèmes, pour être résolus, exigent de faire un détour par des apprentissages de la biologie, de la chimie, etc. Et donc, ce qui conduit à une enquête, en fait, hein, selon le mot de Dewey, c'est-à-dire une activité de problématisation. Il faut poser des problèmes, il faut les construire, il faut poser des hypothèses, il faut les résoudre, et c'est comme cela qu'on apprend donc les apprentissages fondamentaux qui sont dans le programme scolaire. Alors, on voit immédiatement, contrairement à beaucoup de contresens, que chez Dewey, le rôle du maître est fondamental. Le rôle du maître est fondamental parce que s'il n'y a pas un guidage de ces activités, eh bien, l'élève n'apprend rien. Certes, il va faire des choses, mais il ne va pas apprendre. En tout cas, il ne va pas apprendre ce qu'il lui faut apprendre dans le programme. Donc, l'enseignant est un médiateur entre l'expérience de l'enfant, qui est une expérience naissante, et le programme, qui est toujours de l'expérience, mais de l'expérience accumulée par l'humanité. Et donc, l'enseignant est vraiment un médiateur. Et donc, il faut éviter tous les contresens qui réduisent la pédagogie de Dewey à une espèce de laisser-faire des enfants, des activités des enfants, etc. C'est pas du tout ça. Et donc, Dewey d'ailleurs va revenir en 1938 dans un livre qui s'appelle Expérience et éducation. Il va revenir sur les dérives finalement de certains de ses disciples, et en soulignant le rôle de l'enseignant qui est quelquefois oublié parce qu'on veut suivre les intérêts des enfants, et si on suit les intérêts des enfants, eh bien on s'éloigne des apprentissages scolaires. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire le pont entre ces expériences et le programme. Public, enquête, expérience, vous avez prononcé ces trois mots qui sont autant de concepts qu'on retrouve au centre de l'œuvre de Dewey, dont on voit encore une fois la grande cohérence, Alain Kerlan. Pour autant, vous avez remarqué que une articulation n'était pas vraiment faite entre cette théorie de l'éducation avec ces concepts-là et puis ce qu'il a écrit sur l'art. Alors, tardivement, 1934, on en parlera demain, l'art comme expérience. Dans ce livre-là, il y a matière pour vous à prolonger, en quelque sorte, à compléter la philosophie de l'éducation. Absolument. Et compléter est bien le terme, parce que si on me demandait, au fond, quelles sont les grandes lignes qui font l'actualité éducative de Dewey, je répondrai d'abord le principe de continuité de l'expérience que Michel évoquait à travers donc
le learning, le doing by learning, et d'autre part, l'importance de sa conception de la démocratie qui articule éducation et démocratie grâce à la notion d'expérience. Et enfin, et je viens donc à votre question, mais je pense qu'il était important pour moi de rappeler ce lien entre la démocratie, l'expérience et l'esthétique chez Dewey. Voilà, donc vous le rappeliez, donc en 1934, Dewey publie une série de textes rassemblés en un livre, Art as Experience, où on a à la fois ce concept majeur d'expérience, qui a toujours été totalement central chez Dewey, et la première fois où un philosophe pragmatique, enfin en tout cas le Dewey pragmatique, entreprend une doctrine de l'art d'écrire son esthétique. Alors, ce qui est extrêmement frappant, c'est que lorsque il écrit ses tout derniers textes pédagogiques, il ne parle absolument pas des acquis extrêmement importants de la notion d'expérience telle qu'elle est travaillée, reprise, reformulée dans Art as Experience. Et ce qui me frappe sur un plan déjà factuel, c'est que parmi les domaines éducatifs qui aujourd'hui se singularisent, enfin, qui marquent un petit peu notre époque, il y a, me semble-t-il, la place qui est progressivement conquise par l'éducation artistique et culturelle, comme on l'appelle en France, avec notamment les résidences artistiques, et aussi les développements de la philosophie avec ou pour les enfants. Il y a deux manières de le dire. Or, cela est très peu présent dans les réflexions de Dewey, mais, et là il faut tout de même ajouter ce pont, il y a le fait que ceux qui ont lancé l'art à l'école, ce sont des admirateurs ou des élèves ou des proches de Dewey. John Rice, par exemple, en 1933, crée le Black Mountain College, une institution universitaire américaine pionnière qui avait installé l'art et les artistes au cœur de son dispositif pédagogique et qui, pendant 23 années, a été un laboratoire d'initiatives éducatives sans pareil autour d'artistes comme Willem de Kooning ou Merce Cunningham. Et cet exemple montre que l'héritage éducatif de Dewey, me semble-t-il, il est à relancer en prenant en compte la totalité de son œuvre et tout particulièrement comment son esthétique s'insère et fédère d'une certaine manière cette totalité. Et finalement, c'est peut-être bien dans Art as Experience que John Dewey va jusqu'au bout de sa conception de l'expérience. Parce que il y a une difficulté centrale qu'on n'a peut-être pas évoquée, mais je ne voudrais pas être trop long, et j'en dis un petit mot, c'est que la notion d'expérience est au cœur même des malentendus dont la pédagogie de Dewey est l'objet. Et le premier malentendu, le plus important, c'est le fait de tirer l'expérience, selon Dewey, du côté de l'expérimental. Alors que chez lui, il s'agit fondamentalement de l'expérientiel. Alors, il y a une part, un problème de traduction, bien sûr. Le verbe anglais to experience est traduit en français par expérimenter, malheureusement, parce que le verbe expériencer n'existe pas, avec une conséquence qui est de tirer vers une forme de positivisme, entendu au sens ordinaire du terme. Et donc, la difficulté, je crois, et c'est là où l'esthétique est absolument capitale, parce qu'elle permet justement de dépasser cette difficulté et donc de mieux comprendre en quoi l'expérience est nécessairement éducative. La difficulté, c'est de penser l'expérience en dehors de tout dualisme. Alors que la connotation, la pente de l'expérimental, il conduit tout droit. Ça conduit tout droit au face-à-face entre un sujet qui expérimente d'un côté et un objet expérimenté de l'autre. Or, Dewey a une conception inclusive de l'expérience. L'expérience, elle enveloppe, elle contient à la fois ce qui est expériencé, si on peut dire, et l'expérienceur, pour le dire dans un français donc adapté de l'anglais. Peut-être aussi, cela vient-il de l'appellation
de cette école laboratoire, ce côté positiviste dont vous parliez à l'instant. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question, au fond, des effets de cette théorie de l'éducation sur les systèmes éducatifs. Ce qu'on sait peut-être peu, c'est que l'endroit où la théorie de Dewey a été mise en application assez vite, et la première fois, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique des années 20, qui va intéresser Dewey, et puis après il va la critiquer, il va faire partie de la commission qui va réhabiliter Trotsky au moment des grands procès et qui va condamner fermement le stalinisme. Mais la doctrine de l'éducation de Dewey est mise en œuvre pendant un court moment dans les années 20 en Union soviétique. Mais qu'en est-il des États-Unis? Qu'en est-il de l'Europe? On sait par exemple que Célestin Freinet s'est dit s'inscrire dans une démarche proche de celle de Dewey. Qu'en est-il, Michel Fabre, de ces héritages? Oui, alors la pensée de Dewey s'est diffusée, et en particulier sa pensée éducative dans le monde entier. Alors, vous évoquiez le voyage en Russie. Alors, le voyage en Russie, c'est 1928, et en effet, Dewey est tout étonné de voir que les écoles primaires en Union soviétique ont adopté plus ou moins une démarche de tâtonnement, une démarche d'enquête, etc. Et donc, il revient effectivement de son voyage avec un certain enthousiasme, ce qui va lui valoir bien des soucis. On va le traiter de communiste, etc. Bon, évidemment, il va vite déchanter. D'ailleurs, c'est la période 28, 29, 30. Ça va être la reprise en main de la société par Staline. Et donc, cette expérience, cette inspiration de Dewey, elle fait long feu. Évidemment, c'est estomper, parce que évidemment, on va la trouver trop démocratique, etc. Et mais alors, du côté de l'Europe, évidemment, il y a Freinet, évidemment, se réclame de Dewey, de Crowley, qui a traduit, donc cet éducateur belge, qui a traduit Comment nous pensons, l'ouvrage de 1910, Claparède, il va y avoir une influence sur Piaget aussi, donc une influence très forte. Et je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, au fond, il y a dans la philosophie de l'éducation de Dewey une potentialité critique. C'est-à-dire, au fond, c'est sa théorie éducative, quand il pose la question « qu'est-ce qu'une bonne éducation ?» est comment dirais-je, une sorte de réservoir pour une pensée critique. Par exemple, il va dire une bonne éducation, c'est une éducation qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Et donc, essayer d'éduquer pour quelque chose, essayer d'éduquer en attribuant à cette éducation un but extérieur, c'est manquer l'idée même d'éducation. Donc, toute éducation qui subordonne le processus à une finalité extérieure à elle-même. Bien sûr, il faut former des professeurs, il faut former des enseignants, etc. Mais il s'agit là, dit Dewey, de modulation d'une expérience. C'est-à-dire que ça doit correspondre, évidemment, au dynamisme interne du sujet, à ses propres volontés, etc. Merci Michel Fabre, on est obligé de s'arrêter là. Merci Alain Kerlan également. Dewey, il en sera question demain à midi. On parlera de son esthétique précisément. Avoir raison avec Dewey, Sylvain Bourmeau. À la technique, Jérémy Kaufmann. À la réalisation, Annabelle Brouard.